18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Rabat célèbre les 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un patrimoine matériel et immatériel mis à l'honneur dans une exposition urbaine inaugurée cet après-midi par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Un florilège de photographies qui retrace 2 millénaires d'histoire de la capitale. Puis nous mettrons le cap sur la métropole et ses remuantes artères très animées en heure de pointe. La ville vibre au rythme de bouchons et coups de klaxon. La circulation est depuis plusieurs jours congestionnée au niveau du rond-point Driss El Harti, où la fin des travaux d'extension des lignes du tramway ne se fait attendre. Immersion en fin de journal dans la première galerie d'art de Salé. Inex, c'est son nom, une adresse incontournable où cohabitent artisans, muhallim, sculpteurs et artistes de tous bords. À suivre une visite guidée au pavillon peinture exposition. Bonsoir, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a inauguré aujourd'hui place Bab el Bahr à Rabat, sur la façade fluviale de la capitale, l'exposition urbaine Rabat, patrimoine de l'humanité. Et cela pour célébrer les 10 ans de l'inscription de la ville sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour cet anniversaire, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a inauguré, place Bab el Bahr, sur la façade fluviale de la capitale, une exposition urbaine baptisée Rabat, un patrimoine de l'humanité. L'exposition met en lumière les 8 composantes formant le patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue à la rue des Consuls en empruntant rue El Marsa, des hauts lieux au cœur de l'ancienne Médina. Son Altesse Royale a visité Fondouk Ben Aïssa qui a été restauré tout en préservant son cachet architectural. Nous y reviendrons. Le Maroc dans le peloton de tête des pays les plus attractifs des investissements directs étrangers en 2023. C'est que nous fait savoir le Foreign Direct Investment Intelligence. Le FDI Intelligence place le Royaume dans le top 3 des destinations mondiales des investissements étrangers, derrière le Qatar et l'Inde. Les développements en compagnie de Zakaria Mokhinbillah. Les investissements directs étrangers en plein boom dans le Royaume. Dans sa liste 2023, le Foreign Direct Investment Intelligence place le Royaume en 3e position, après le Qatar et l'Inde, parmi 50 économies qui devraient conserver la plus forte dynamique d'investissement. Ces prévisions établies par la publication britannique spécialisée se basent sur des données du FMI en termes d'investissement direct étranger. Et c'est le potentiel en énergie renouvelable qui suscite l'intérêt dans le Royaume. Les investisseurs étrangers cherchent à combiner le potentiel solaire et éolien pour produire de l'hydrogène vert. À titre d'exemple, la société luxembourgeoise RN, derrière un projet d'hydrogène vert dans la région de Guelmim-Ouadnoun. Des investissements qui pourraient mobiliser 10 milliards de dollars. Le Maroc devrait également être parmi les plus grands destinataires des investissements manufacturiers, grâce au développement des industries automobiles et de l'aviation. Ainsi, d'après ces prévisions, la croissance du PIB devrait se placer à 3,1% et l'inflation à 4,1%, conclut le Foreign Direct Investment Intelligence. Dans ce classement 2023, la région MENA devrait maintenir la plus forte dynamique d'investissement. En plus du Qatar, de l'Inde et du Maroc,
4 autres économies de la région MENA figurent au classement du top 10 de l'investissement direct étranger. Professeur Brahimi, bonsoir. Nous venons de le suivre, le Maroc devrait bien s'en tirer en 2023 avec de nouvelles opportunités d'investissement, des perspectives optimistes dans un contexte économique mondial bien morose. Oui, parce que ça tient au fait que le Maroc réunit un certain nombre de facteurs qui poussent à l'attractivité. Lesquels? D'abord, la stabilité politique. Prenez une carte de la région, d'ailleurs, etc. C'est le pays qui offre la stabilité la plus complète dans la région. Tout à fait. 2, un système bancaire performant et solide. 3, une classe d'entrepreneurs qui est au fait des opportunités d'investissement, qui a des réseaux à l'extérieur, et donc il y a là un cadre d'accueil pour des partenariats. Tout ça fait que, évidemment, l'investisseur étranger recherche quoi? Il recherche où investir dans des conditions optimales et sécurisées. Sécurisées, je pense aussi à la sécurité juridique. Donc tout ça, ce sont des éléments que le Maroc réunit, et c'est pas étonnant que le Maroc soit bien placé, pratiquement parmi les premiers dans la région MENA pour avoir ce bénéfice-là et ce statut pour 2023 et les années suivantes. J'ajoute, parce que tout ça ne suffit pas, ce sont les opportunités d'investissement. Ça a été dit dans la revue britannique que vous avez citée, les investissements sont dans des secteurs extrêmement importants, les énergies renouvelables, le mix solaire éolien, l'hydrogène vert, les métiers du monde mondiaux, notamment l'automobile. Nous exportons aujourd'hui 700 000 voitures en Europe, et dans les 2 ans, ça sera 1 million de voitures. Il y a également ce qui est fait en matière d'aviation, donc autant de secteurs porteurs d'avenir qui positionnent le Maroc favorablement comme pays ne pouvant qu'attirer les investissements directs étrangers. Et ces prévisions 2023 sont confortées, n'est-ce pas, par les indicateurs de l'année écoulée? Oui, alors pour l'année écoulée, les statistiques disponibles pour 2022 donnent 24 milliards de dirhams d'investissement direct. Pour décembre, ça sera, pour l'année donc 2022, en incluant le mois de décembre, ça sera 25-26 milliards de dirhams, d'IDE. C'est encore une amélioration extrêmement importante par rapport à l'année 2021. Mais l'année de référence, c'est 2019, et nous sommes pas loin de retrouver le chiffre de 2019, donc de nous resituer dans une dynamique d'investissement, et c'est le sens des perspectives de 2023 que nous venons d'évoquer. Place, professeur, à cet autre événement phare qui a marqué la semaine que nous quittons, la visite officielle du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et la politique de sécurité, Josep Borrell. À l'ordre du jour de ce déplacement, le partenariat stratégique Maroc-UE. Fouad El Harji, un partenariat solide, stratégique et pertinent. Le Maroc et l'Union européenne dressent le bilan d'une année fructueuse et prospectent les projets inscrits à l'agenda 2023. C'est une année aussi marquée par le renforcement du contenu de notre partenariat, par la signature du partenariat vert, par la signature de conventions de coopération financière couvrant près de 500 millions d'euros pour l'année 2022-2023. Un balai diplomatique doublé d'une dynamique économique qui englobe plusieurs domaines de coopération. Cette visite se veut aussi l'occasion d'une discussion approfondie sur la mise en œuvre de ce partenariat, y compris dans la perspective du nouvel agenda pour la Méditerranée. Et les faits sont là. 2 tiers du commerce extérieur du Maroc se fait avec l'Union européenne. Nous sommes le plus important partenaire commercial. Et plus de la moitié de tous les investissements étrangers qui se font au Maroc viennent de l'Europe. Et au chapitre de notre intégrité territoriale, le chef de la diplomatie européenne réitère une position inchangée. L'Union européenne soutient le processus des Nations Unies et les initiatives de l'envoyé spécial du secrétaire général visant à parvenir à une solution politique qui soit juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable.
Également au programme de ces entretiens, un échange autour de questions régionales et internationales d'intérêt commun et d'une importance particulière dans le contexte mondial difficile actuel et l'impact global de la guerre en Ukraine. Retour à vous, professeur. Rabat et Bruxelles resserrent les rangs. Dans quel contexte intervient le déplacement du chef de la diplomatie européenne et pour servir quel agenda? Ce sont des liens importants. Savez-vous que le chef de la diplomatie espagnole l'a dit dans votre sujet, les 2/3 de nos échanges extérieurs se font avec l'Union européenne. On dit par là que l'économie marocaine est partie intégrante de l'économie européenne. Et ça, c'est particulier par rapport à tous les pays de la région MENA. Les liens, c'est d'abord une centralité d'un partenariat. C'est un partenariat qui s'est construit, édifié par étapes. Il a commencé par un accord d'association, un statut avancé, puis un statut d'associé donc approfondi. Et puis il y a tous les dizaines et des dizaines d'accords qui structurent donc ce partenariat dans tous les domaines. Pêche, agriculture, commerce, recherche, etc. Donc il y a là un tissu et un maillage de relations bilatérales qui est particulier, qui montre l'étroitesse des liens. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire penser à de nouvelles formes de partenariat, de coopération. Ça a été dit par notre ministre des Affaires étrangères, vous l'avez entendu. Et donc le Maroc ne se contente pas des acquis. Il a toujours été mu par une volonté d'approfondir davantage les relations avec l'Union européenne, avec Bruxelles, sur de nouveaux secteurs, dans de nouveaux périmètres, etc. C'est extrêmement important. Et je vous signale quand même que l'aide financière européenne est importante. Dans le cadre de nouvel agenda pour la Méditerranée 2021-2027, c'est une aide de 1,5 milliard d'euros, sans compter d'autres financements. Donc il y a là matière à plaider et à œuvrer pour le renforcement de ce partenariat. Et la cause nationale de notre intégrité territoriale était également au cœur des entretiens. Oui, avec un autre volet, si vous le permettez, c'est d'abord notre ministre des Affaires étrangères a fait référence à un certain nombre d'attaques et de campagnes qui sont menées par certaines structures au sein de l'Union européenne et un certain nombre de cercles et d'officines qui recyclent cette hostilité-là, notamment mettant en cause le Maroc pour ce qui est de cette affaire du Maroc Gate, liée donc à la corruption présumée pour ce qui est de l'organisation du mondial au Qatar. Mais ce qui est en cause, du point de vue de nos adversaires et de ces éléments qui instrumentalisent tout ça, c'est le fait qu'il y aurait un problème de corruption. Le Maroc n'a rien à cacher, le Maroc ne corrompt personne, le Maroc il a des positions claires, transparentes, affichées, et on les met au défi de montrer le moindre élément pouvant mettre en cause le Maroc sur ça. La diplomatie du Maroc, une diplomatie de valeurs et de principes qui est claire, affichée, et sur ce plan-là, donc nous n'avons pas de leçons à recevoir des uns et des autres, et la mise au point du ministre des Affaires étrangères a été d'une grande fermeté. Pour ce qui est de la question nationale, c'est important de relever que M. Josep Borrell est espagnol, qu'il est un responsable espagnol de haut niveau du Parti socialiste espagnol, qu'il a été ministre des Affaires étrangères de 2018 à 2019. Donc maintenant, il est vice-président de l'Union européenne, responsable donc commissaire chargé de haut représentant chargé de la diplomatie et de la politique sécurité. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien le dossier national, c'est lui. C'est intéressant que les positions de l'Union européenne soient réitérées dans ce cadre-là, d'autant que c'est sa première visite dans le Royaume. Et ce sont des positions intéressantes parce que c'est le soutien de l'Union européenne, donc au processus de paix, à la reprise des négociations, aux paramètres de négociation et aux résolutions du Conseil de sécurité. Le Maroc demande plus. Demande plus parce que ça, c'est la position traditionnelle. Le Maroc demande plus, pourquoi ?
parce que le Maroc veut faire entendre ceci, c'est qu'au sein de l'Union européenne, il y a eu des évolutions, des dynamiques nouvelles dans le sens d'un soutien plus affirmé pour la cause nationale. Je pense à des grands pays de l'Union européenne, Allemagne, Espagne, etc. Et donc, ce qu'on attend de l'Union européenne, c'est qu'elle tienne compte de cette évolution au sein de cette organisation, venant de la part de pays importants, et qu'à l'avenir, il y ait un appui plus marqué pour mettre en relief la prééminence de la solution marocaine comme étant la seule pouvant conduire à un processus de paix et de règlement négocié. Merci, professeur Mustafa Shehimi, pour tous ces éclairages. Retour à présent à l'inauguration par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Inauguration faite aujourd'hui, place Bab el-Bahr à Rabat, sur la façade fluviale de la capitale. La façade d'inauguration a été faite de l'exposition urbaine Rabat, patrimoine de l'humanité, et cela pour célébrer les 10 ans de l'inscription de la ville sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Fouad El-Harrach, Larbin Hiri, Khadija Zarwal et Nisrina Oustar. Rabat, ville millénaire, ville lumière, capitale marocaine de la culture, a été de tout temps un berceau civilisationnel et culturel grâce à son histoire, à ses écrivains et à ses nombreux artistes. Une richesse qui lui a valu il y a 10 ans de cela une prestigieuse inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour célébrer ce 10e anniversaire, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a inauguré aujourd'hui place Bab el-Bahr, sur la façade fluviale de la capitale, une exposition urbaine baptisée Rabat, un patrimoine de l'humanité. L'exposition met en lumière les 8 composantes formant le patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine mondial. La ville nouvelle du XXe siècle, le quartier Habous de Dior Jama, le jardin d'essais botaniques, la médina de Rabat, les remparts et les portes almohades, la mosquée Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des Oudaya et le site archéologique du Challa. La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, organise l'exposition urbaine Rabat, un patrimoine de l'humanité à l'occasion des 10 ans de l'inscription de Rabat sur la liste du patrimoine mondial. Cette exposition a été donc organisée en vue de faciliter l'accès à l'information et de faire connaître toutes les composantes des sites du patrimoine mondial de Rabat, donc les 8 composantes et avec leur zone de protection, la zone tampon. Alors cette exposition a été conçue de façon à être accessible au grand public en montrant donc des informations qui sont faciles, qui sont aussi à travers des dessins, des cartes et des photos, des archives, des documents d'archives qui sont mis en avant pour la première fois. Aujourd'hui, cette exposition, elle reflète en fait des objectifs de formation du public à l'intervention dans le patrimoine. Et la Médina qui fait partie de ce patrimoine inscrit est aussi une exposition permanente, puisque toutes les interventions qui ont été réalisées reflètent un tout petit peu le souci de sauvegarde de notre patrimoine, aussi bien dans la ville de Rabat que dans les autres villes marocaines. Le 10e anniversaire de l'inscription de la ville de Rabat en tant que patrimoine universel. La Fondation de sauvegarde du patrimoine de Rabat, présidée par son Altesse royale Lalla Hasna, essaye, à travers cette exposition, de montrer la richesse patrimoniale de la ville de Rabat à travers son histoire. C'est une exposition qui retrace plus de 2500 ans d'histoire de la ville de Rabat avec les différentes composantes patrimoniales du site de Rabat depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle. Présidée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat propose de visiter la capitale autrement, et cela grâce à des podcasts déployant une mémoire collective jamais documentée. Des podcasts réalisés avec amour et passion par plusieurs célébrités. Jihan Fadeli en fait partie, et les lycéennes et footballeuses au sein de l'équipe nationale féminine de football des moins de 15 ans ayant remporté la dernière Coupe d'Afrique.
اليوم أنا جد فخورة وجد فرحة بأنني غنمثل هذا البودكاست أمام سمو الأميرة الجليلة. Je suis fière et heureuse de présenter ce podcast à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. C'est un travail de documentation qui a été réalisé avec des voix de plusieurs personnalités publiques, dont j'ai l'honneur de faire partie. Cela met en avant les innombrables atouts de la ville de Rabat. Ensuite, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a posé pour une photo souvenir avec un groupe d'artistes marocains natifs de Rabat et pleinement fière de l'histoire multimillénaire de la capitale et de son legs humanitaire et culturel qui se transmet de génération en génération. Je suis très fière de prendre part à cette exposition inaugurée par Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Je suis tout aussi fière de ma ville natale, Rabat. Une ville au charme singulier qui ne cesse de surprendre les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Il est de notre devoir d'en prendre soin et de préserver sa richesse culturelle. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue ensuite à la rue des Consuls en empruntant rue Al-Marsa, des hauts lieux au cœur de l'ancienne Médina. Son Altesse Royale a visité le Fondoq Ben Issa qui a été restauré tout en préservant son cachet architectural. Un lieu témoignant d'une histoire millénaire racontée à travers les formes et les couleurs par nos artisans ma'allem, dépositaires d'une longue tradition des arts décoratifs qui s'exprime depuis l'époque des Almohades jusqu'à l'époque moderne. Je trouve que la rénovation effectivement est assez authentique, assez traditionnelle et c'est un peu la magie du Maroc qui s'expose ici au grand jour. Donc merci pour ce beau cadeau. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a initié et défini même une politique très ambitieuse en faveur de la sensibilisation des habitants de Rabat et de ses visiteurs. Le patrimoine d'une ville n'étant préservé durablement que lorsque sa population en saisit toute la valeur. Direction le Sénégal, le pays meurtri au lendemain d'un tragique accident routier. 40 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres grièvement blessées dans une collision frontale entre deux bus à 6 km de Kaffrine au centre du Sénégal. Suite à ce lourd bilan humain, le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à compter du lundi 9 janvier. Suite au grave accident de ce jour à Gnibi, ayant causé 40 morts, j'ai décidé un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. C'est ce qu'a écrit le chef d'État sur son compte Twitter. Un conseil interministériel se tiendra par ailleurs à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs, a-t-il déclaré. Cap sur Casablanca où depuis quelque temps la circulation est suspendue sur certains tronçons et pour cause des travaux d'aménagement, notamment au niveau du pont du boulevard Mohamed VI et l'extension de la ligne du tramway. Un vrai casse-tête pour les automobilistes, excédés par les interminables bouchons. Mohamed Chikir, Fatiha, Oumrar et Zakaria Mouqimbillah. Au niveau du rond-point Aqid al-Allam et Driss al-Harti à Casablanca, la circulation tourne au ralenti. Tout au long de la journée, les véhicules ont du mal à se frayer un chemin. Et pour cause, les travaux d'extension des lignes de tramway T3 et T4 qui rendent le trafic congestionné depuis plusieurs mois. La route n'est pas bien entretenue. Il y a beaucoup de nids de poules et à cela s'ajoutent les bouchons et les embouteillages. J'espère que la situation s'améliorera avec la fin des travaux. Le rond-point de Driss al-Harti connaît chaque jour un grand nombre d'accidents. Alors à quand la fin des travaux? La circulation à Casablanca est congestionnée. En temps normal, je fais 10 minutes par trajet jusqu'à El-Hraouiyine. Actuellement, je fais 1 heure aller-retour. Les clients sont donc obligés d'attendre. En tant que chauffeur de taxi, nous faisons face à l'embouteillage et au tapage. Nous n'en pouvons plus. Tramway, busway, pont ou trémi, Casablanca connaît actuellement de nombreux travaux d'aménagement en relation avec le transport et la mobilité urbaine. Visiblement, les conducteurs n'ont qu'à prendre leur mal en patience.
Le projet d'extension des lignes de tramway s'étend sur une longue distance. Les 2 lignes parcourent 26 km. Il ne se limite pas à réaliser la plateforme et la voie ferrée qui sont achevées à hauteur de 98%. Les travaux sont entrepris en maintenant la circulation automobile et se poursuivront jusqu'en 2023. Les nouvelles lignes seront exploitées à partir de 2024. Pour l'heure, les conducteurs devront attendre quelques mois supplémentaires avant de pouvoir conduire en toute tranquillité. Salé, ville millénaire qui a toujours inspiré les artistes de tous bords. Il peut se targuer d'avoir sa toute première galerie d'art, et pas n'importe laquelle. Baptisée Inex, l'espace est une entreprise de bois. Sauf que, voilà, désormais l'activité s'y exerce autrement. Tous les métiers d'art y cohabitent avec comme bonus une visibilité artistique au grand public amateur. Visite guidée au pavillon peinture avec Nassere Mohamed et Nisrine Ozdar. C'est l'histoire d'un entrepreneur qui a à son actif plus de 30 ans d'expérience dans les métiers de la filière bois. Il collabore avec artisans ma'allem, affûteurs, agenceurs, sculpteurs et artistes peintres. Animé par l'amour de l'art, l'admiration pour ses collaborateurs et par la volonté de faire rayonner sa ville natale Salé, Adil Chaoui s'est lancé le défi de faire de l'entreprise familiale un espace aussi de coworking et une galerie d'art. On a décidé aussi qu'Inch'Allah, ça sera que pour la ville de Salé en premier. C'est d'abord pour le Walid Allah yarhamou et en plus pour ma ville qui me tient vraiment à cœur. Et on assurera Inch'Allah la continuité du projet avec d'autres expositions sculptures, de la culture en général, présentation de livres, peut-être pièces théâtrales. En tout cas, l'idée, c'est que la culture se développe de plus en plus dans la ville de Salé, Inch'Allah binillah. Pour entamer cette aventure artistique inédite, Hicham Chaoui et ses collaborateurs commencent fort. Une exposition collective où 5 artistes d'horizons divers font croiser leurs regards. Le choix du chiffre 5 n'est pas fortuit. Et on appelait ça les 5 au mouvement. Ça veut dire les 5 artistes en mouvement, en s'appuyant sur le chiffre 5 qui a vraiment une symbolique très forte. Par rapport à ma participation, mon travail, et c'est un travail sur le thème du cri, le cri, sarha. Et le cri pour moi c'est juste un support. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail de recherche plastique. Le cri, une thématique présente dans plusieurs courants artistiques. Pour les fins connaisseurs, elle est et sera à jamais liée au sentiment éprouvé par le célèbre peintre norvégien Edvard Munch face à une nature impressionnante et dérangeante. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.